Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes 56 collègues du réseau culturel à être en direct avec nous. On attend encore près de 70 d'entre vous. Pardon pour ces petits réglages techniques en direct et en votre présence. On compte sur votre indulgence. On en est au tout début encore de cette nouvelle formule des ateliers de l'Institut français en ligne. Je ne me suis pas présentée, je suis Claire Dupuis, je suis responsable du pôle formation du réseau à l'Institut français. Le pôle formation est pilote les ateliers de l'Institut français traditionnellement tous les ans, et c'est à ce titre donc je vous souhaite la bienvenue aux AIF et à ce deuxième webinaire proposé sous la bannière des ateliers outillants. Comme vous le savez, les AIF, les ateliers ne nous rassembleront pas en présentiel cette année compte tenu du contexte. C'est pourquoi l'Institut français a souhaité vous proposer une alternative en ligne. Vous constatez que vous êtes encore des bêta-testeurs de cette nouvelle formule des ateliers en ligne. C'est une programmation donc qui va s'étendre, qui va s'inscrire aussi sur le long terme, donc non plus 2 jours de présentiel auxquels certains et certaines d'entre vous étaient habitués, mais une programmation qui s'étendra donc jusqu'à l'automne, qui poursuit 3 objectifs différents. Le premier objectif était de vous proposer une information sur des objets précis en lien avec la programmation de l'Institut français et la programmation de vos établissements. Donc, ces ateliers outillants prennent la forme de webinaires autour des programmes et dispositifs de l'Institut français essentiellement. Cette programmation donc a démarré la semaine dernière. Elle va s'étendre jusqu'à la mi-juillet et se poursuivra à partir du mois de septembre jusqu'à la fin de l'automne. Le deuxième objectif des ateliers de l'Institut français, c'était de vous proposer des séquences d'échange, de partage et de réflexion sur des sujets majeurs pour l'évolution du réseau culturel. L'ambition, c'est de pouvoir discuter avec vous de notre réinvention commune suite aux difficultés que nous avons toutes connues pendant et que nous connaissons encore pendant la crise de la Covid-19. Cette programmation, donc, qui sera proposée sous la bannière des ateliers thématiques, sera proposée du 20 au 24 juillet, avec une ouverture officielle en présence des 2 ministres de tutelle de l'Institut français, très certainement le 17 juillet. La programmation est encore en cours de conception, de réflexion, et elle vous sera proposée tout début juillet sur la plateforme. Nous vous enverrons également des mails d'information pour que vous puissiez faire le choix de vos séquences. Autant sur les ateliers outillants que sur les ateliers thématiques, ce sont des sessions qui sont enregistrées. Donc, si vous n'avez pas la disponibilité pour suivre ces sessions en direct, vous aurez l'occasion d'organiser une rediffusion. Vous pouvez accéder au contenu en rediffusion. Pour les ateliers thématiques, on va veiller à répéter plusieurs sessions d'ateliers en fonction de vos différents fuseaux horaires. Donc, l'ensemble de vos pays, de vos continents devrait pouvoir avoir une programmation accessible en synchrone. Voilà. Et le troisième objectif, c'est un objectif d'ouverture, et donc ouvrir des formats à des personnalités extérieures, que ce soit des personnalités françaises, européennes ou étrangères, pour ouvrir une discussion sur l'avenir des échanges culturels, interroger la place de la culture et des politiques culturelles dans la redéfinition en quelque sorte du monde à venir. Alors pour le webinaire d'aujourd'hui, qui est donc le deuxième webinaire que nous vous proposons, c'est une proposition du département langue française, livre et savoir, représenté par Frédéric Jagu, que je remercie. C'est un webinaire donc, qui porte sur l'essor du livre audio, sur le développement du marché et sur les usages en médiathèque et en classe de FLE. Je vais laisser Frédéric vous présenter nos intervenantes, que je remercie pour
leur présence à nos côtés aujourd'hui. On se retrouve donc pour 1h30 de webinaire. Vous avez donc à votre droite un outil de chat et je vous invite à l'utiliser tout au fil de la discussion pour poser vos questions. Nos intervenantes y répondront au fil de leurs interventions, puis au terme de cette session sur un temps de questions-réponses pour nous assurer que voilà, nous avons balayé l'ensemble de vos questionnements. Je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous annoncer la suite de la programmation et je laisse donc la parole à Frédéric Jagu pour la présentation du déroulé de cette session. Bon webinaire à toutes et à tous et à tout à l'heure. Merci Claire pour cette présentation des ateliers. Bonjour à tous, merci d'être là pour écouter nos intervenants que donc je vais vous présenter tout de suite. Un webinaire sur le livre audio, c'est pourquoi? Parce que moi j'avais remarqué qu'en médiathèque, ça fait quelques années que c'est un support dont les collections continuent d'augmenter en médiathèque, ce qui est quand même aujourd'hui, et surtout les usages continuent d'augmenter, que ce soit en prêt, en consultation, et du coup ça nous paraissait intéressant de vous proposer une présentation de ce support et surtout de vous proposer en même temps quelques pistes pour l'utiliser, que ce soit donc des pistes de médiation en médiathèque ou des pistes de médiation en classe de FLE. Pour ce faire, nous avons donc fait appel à quelques spécialistes du sujet. Donc, Marie-Charlotte, pour commencer, que vous connaissez déjà, qui travaille à l'Institut français, qui est chargée de projet gestion et animation de Culture Tech, donc à Paris. Salut Marie-Charlotte. Bonjour, merci Frédéric. Voilà, on a fait appel à Nada Najahi Trabelsi, qui est donc docteur en sciences de l'éducation, directrice de l'Alliance française de BICERT, coordinatrice du jeune réseau des alliances de Tunisie, des alliances françaises de Tunisie, et qui a participé l'année dernière à une expérimentation très très intéressante sur justement l'usage du livre audio en classe de FLE. Bonjour Nada. Merci Frédéric. Voilà, nous avons également fait appel à Paul Duboucher, qui est donc directrice éditoriale pour Gallimard Jeunesse, musique, pour la collection Écouter et lire, adultes et jeunesse, qui est aussi auteur, qui interviendra donc aussi tout à l'heure. Bonjour Paul. Bonjour. Et enfin, nous avons fait appel à Cécile Paluzinski, qui est présidente de l'association La Plume de Pan, qui œuvre pour la promotion et le développement du livre audio, mais qui est aussi formatrice et consultante sur culture et numérique et qui travaille régulièrement avec l'Institut français. Voilà, donc Cécile, si tu m'entends, bonjour. Bonjour. Ah, je te voyais plus, j'étais un tout petit peu inquiet en vrai. Mais donc, je suis ravi de te voir. Et puis, du coup, je vais te laisser la parole pour lancer le webinaire sur cette première partie. Donc, un peu qui est une présentation de l'offre éditoriale. À toi. Je vais peut-être pas vous regarder vraiment de face parce que comme mon écran est noir, je sais pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est le contenu qui compte. Hein. Bonjour à tous. Pour cette première partie, donc l'idée c'était de présenter un état des lieux de l'offre éditoriale de livres audio francophones. Mais puisque l'intitulé en fait c'est développement et marché, juste je voulais en introduction rappeler quelques chiffres. Il y a une étude qui a été réalisée assez récemment par le cabinet Deloitte sur le marché mondial du livre audio et qui indique, alors c'était avant le confinement, mais en l'occurrence le confinement a plutôt été en faveur du développement du livre audio. Donc cette étude, elle indique que le marché mondial du livre audio devrait croître de 20% à 25% en 2020 pour générer 3,5 milliards de dollars. Les États-Unis et la Chine représentant la plus grosse part du marché avec à eux deux 75% du marché et 1,5 milliard pour les États-Unis et 1 milliard pour le marché chinois. Donc on voit qu'on a vraiment deux gros acteurs, enfin deux gros pays qui absorbent une bonne partie aujourd'hui du marché du livre audio. Cette même étude en fait indique que dans les pays nordiques, on a aussi des prévisions de vente relativement importantes et en tout cas en croissance dans les pays nordiques. Avec un montant attendu de 100 milliards de dollars. Et puis, en se basant sur les chiffres 2018, parce qu'on a des chiffres moins récents pour l'Europe, Royaume-Uni compris, on est à 500 millions de dollars. Alors, je ne vais pas vous ennuyer trop avec des chiffres, mais c'était juste pour vous donner un peu une idée déjà de la présence du marché du livre audio au niveau mondial.
Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les perspectives de développement du livre audio. Cette même étude, en fait, a fait une partie un peu projection, qui a essayé d'analyser les facteurs de développement de ce marché. Et notamment, ressort principalement le développement des enceintes intelligentes qui contribuent à une diffusion plus large du livre audio. Et puis aussi le développement des modèles donc qui sont l'un et l'autre des facteurs de développement du marché. Puis un dernier petit point qui me semble intéressant. Alors, Paul, qui interviendra tout à l'heure, pourra peut-être confirmer ce que je viens de dire, mais on en a parlé en commission livre audio au SNE. C'est qu'on sait que la période de confinement a été une période compliquée pour le monde de l'édition, mais pour autant, ça a été plutôt positif pour le marché du livre audio, puisqu'on a vu avec cette période de confinement que ça a révélé un vrai intérêt pour le livre audio, évidemment, sous son format dématérialisé. Donc, du coup, ça a été plutôt en faveur du développement du marché. Donc, on espère avoir des chiffres sur les usages réactualisés en fin d'année à l'aune de ce qu'on a vécu pendant ce confinement. Pour entrer plus dans la présentation de l'offre de livre audio francophone, ce qu'on peut peut-être noter aujourd'hui, c'est que majoritairement, elle est portée par des éditeurs français, canadiens, quelques belges et marginalement des éditeurs suisses et luxembourgeois. Mais ce qui est intéressant à constater, on va dire 2-3 ans, c'est qu'on commence à avoir l'émergence d'éditeurs en Afrique francophone et au Maghreb. Je peux vous donner pour exemple IOC Africa en Côte d'Ivoire qui développe là très largement. Cécile, oui, pardon de t'interrompre. Oui, vous m'entendez bien? On t'entend relativement mal. Plusieurs collègues nous le manifestent là dans le. Alors, je me rappelle. Est-ce que l'on pourrait. D'accord. Si vous me rapprochez, on m'entend mieux? C'est très haché, le son est très haché. Oui. Il y a 2 solutions. La première, ça serait de couper ta caméra, peut-être. On peut faire un essai. D'accord. Et alors, essayons peut-être. Alors là, est-ce que vous m'entendez mieux? Et peut-être il faudrait déconnecter, reconnecter ton micro pour voir, je ne sais pas. Vous voulez que je me reconnecte? Alors moi, je t'entends mieux de mon côté. Et là, je suis en 4G, moi, j'ai rien entendu. Ça va, si ça t'ennuie pas, on m'entend mieux? Si ça... D'accord. Voilà, on poursuit comme ça. D'accord, très bien. Donc, je reprends avec les éditeurs de livres audio. Et donc, j'indiquais qu'on commence à avoir des initiatives en Afrique francophone et au Maghreb. Et donc, je citais pour exemple, mais il y en a d'autres, IOC Africa en Côte d'Ivoire qui produit de plus en plus de livres audio. Et puis, par exemple, les éditions Arabesque en Tunisie qui ont édité fin 2018 un premier livre audio. Et je crois que Nadal pourra rebondir sur le sujet parce qu'elle avait identifié aussi un éditeur qui avait sorti Le Petit Prince en livre audio. On avait parlé l'année dernière. Juste pour une petite, une rétrospective rapide. Donc, le livre audio en France apparaît au milieu du XXe siècle avec des premiers livres audio qui sont plutôt destinés à la jeunesse. Et pour des raisons notamment de support d'enregistrement, on est plutôt sur des formats courts. Donc, je pense qu'on a tous en mémoire Pierre et le Loup en référence, on va dire. Et depuis ce marché, cette offre, elle a suivi aussi l'évolution des supports d'enregistrement, donc avec le passage de la cassette, puis au disque et au CD MP3 et le format dématérialisé qui a fortement contribué au développement du marché et de l'offre. Dans les années 80, on a une première collection de livres audio adultes qui est apparue avec Antoinette Fouque, qui a, dans le cadre des éditions des femmes, créé la collection La Bibliothèque des Voix. Alors, juste pour la petite anecdote, je trouve que c'est assez intéressant, c'est qu'elle explique qu'elle a créé à l'époque cette collection en pensant à sa maman qui était illettrée et en se disant que le livre audio, c'était finalement un moyen de rendre le texte accessible à tous. On a le livre cassette, puis le disque compact qui favorise le développement du livre audio du public. Et c'est intéressant à noter, c'est à peu près dans ces années-là qu'on a une première librairie Mots et Merveilles spécialisée dans le livre audio qui ouvre à Paris avec à peu près 10 000 titres pour les enfants et les adultes. Alors, on va dire que des années 85 aux années 2000, il y a plusieurs maisons d'édition indépendantes qui apparaissent. Je ne vais pas toutes les citer, mais on peut parler du Livre qui parle, des éditions Télème
qui a une offre de livres audio classiques extrêmement intéressante, mais le livre audio, pour autant, reste encore relativement confidentiel. Et puis, je crois qu'on peut se dire qu'il y a une véritable rupture qui s'opère dans les années 2004-2005 avec le format MP3 et la possibilité d'enregistrer, enfin de compresser les données et d'enregistrer du coup des textes plus longs. Et c'est à peu près à cette époque qu'on voit apparaître les premiers éditeurs spécialisés dans le livre audio et qui, pour la plupart, viennent du monde de l'édition papier. Donc, Paul nous expliquera ça plus en détail tout à l'heure, mais donc c'est Gallimard qui crée en 2004 une collection dédiée au livre audio à travers sa collection Écoute et lire. Et puis, peu de temps après, Hachette, Albin Michel et François Zir qui lancent en 2008 Audio Libre. Et depuis 3 ans, on constate, alors, on a plusieurs facteurs possibles d'analyse, mais je pense que notamment le développement des usages numériques en est une des raisons. On constate qu'il y a une accélération et de la demande de la production de livres audio et l'arrivée des autres grands groupes d'édition sur le marché, donc notamment Lizzy, la filiale d'Editis, Actes Sud. Et puis, autre sujet qui nous questionne aussi beaucoup aujourd'hui, c'est l'arrivée enfin pas l'arrivée, Amazon était déjà présent avec Audible en tant que distributeur de livres audio et est devenu maintenant, depuis quelques années, également producteur de livres audio. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a environ 10 000 titres à peu près de disponibles, avec des productions qui sont très variables d'un éditeur à l'autre. Ça peut aller d'une centaine de titres pour les grands groupes d'édition à 1 à 3 titres par an pour les plus petits éditeurs. Donc, on a une 60aine d'éditeurs de livres audio francophones, mais avec des profils très divers, donc des productions de grands groupes d'édition et de très petites maisons. S'agissant de l'offre de livres audio francophones, je pense qu'on peut peut-être la distinguer, l'offre adulte et l'offre jeunesse, dont Paul parlera un peu plus largement tout à l'heure. L'offre adulte, aujourd'hui, elle est portée en gros par une 40aine d'éditeurs et on va y trouver la même diversité de genres éditoriaux que pour le livre papier, mais évidemment avec un nombre de titres disponibles moins important. Mais pour autant, on a une offre éditoriale à la fois en littérature contemporaine, en littérature classique, en documents, essais, poésie, documents patrimoniaux. Je pense notamment à Frémaux et Associés, qui est un acteur historique voilà, du livre audio. Alors, ce marché du livre audio étant encore quand même relativement précoce, comme on l'a pu l'indiquer à travers l'historique, aujourd'hui, on peut constater que les éditeurs de livres audio adultes vont plutôt produire pour le moment majoritairement les titres d'auteurs reconnus et en tout cas ayant trouvé un certain succès en format papier, donc notamment les prix littéraires papier, on va de plus en plus les retrouver en audio et avec une volonté aussi de sortir le livre audio dans un délai le plus court possible par rapport à l'édition papier. Et ce livre audio aussi, c'est un point important, il est aujourd'hui disponible en format CD et en format dématérialisé, mais on voit apparaître de jeunes maisons d'édition pure player qui font aujourd'hui le pari de ne proposer le livre audio qu'en format dématérialisé compte tenu de l'évolution des usages. Alors peut-être rapidement, puis après je vous présenterai un guide qu'on édite chaque année des éditeurs francophones du livre audio. Donc comme vous le savez, chaque année on a le baromètre des usages du livre numérique de la SOFIA SNE SGDL qui nous est proposé et qui fait un peu un état des lieux des usages numériques. Et je pense qu'il est intéressant de signaler que depuis l'année dernière, le livre audio y occupe une place à part entière et encore plus importante là, dans cette 10e édition. Je ne vais pas vous faire une synthèse de toute cette étude, ça sera un petit peu long, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les catégories éditoriales de livres audio les plus écoutées. On constate donc dans le baromètre de 2019 que les genres les plus plébiscités, ce sont d'abord les romans policiers, puis les romans contemporains, les romans classiques, et enfin l'enseignement secondaire et l'histoire. Je vais vous dire quelques mots sur l'offre jeunesse, mais très rapidement parce que Paul en dira plus que moi, puis je vous présenterai ensuite le guide des éditeurs où vous trouverez pas mal de ressources détaillées sur les éditeurs de livres audio francophones. Donc, ce qu'on peut peut-être dire concernant l'offre jeunesse, c'est que par rapport à l'offre adulte, d'un point de vue éditorial, on se rend compte qu'il y a une place beaucoup plus importante accordée à la musique, aux ambiances sonores, et puis il y a peut-être une place plus large laissée aussi à l'interprétation. Et qu'en termes de format, ce qui pose beaucoup de questions aussi aux éditeurs, parce que
dans certains pays et certains continents, on voit qu'on est arrivé un peu à la fin d'une écoute sur CD, enfin, pour ne passer que sur du dématérialisé. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, cette offre jeunesse, elle est disponible soit en CD, soit en livre audio dématérialisé, mais également en album CD, en livre à puce. Je pense par exemple aux petits imagiers sonores, dont Paul reparlera sans doute. S'agissant des éditeurs de livres de jeunesse, donc on a à la fois des éditeurs généralistes et qui vont avoir une offre spécifique jeunesse, quelques années, une offre plus dédiée aux adolescents. Je pense notamment à Audiolib et Lizzy qui ont développé un catalogue, enfin une offre à cet effet. Et puis certains qui sont spécifiquement dédiés en fait à une offre jeunesse. Et puis peut-être un dernier point sur l'offre jeunesse avant de vous présenter le guide des éditeurs francophones. Je voulais signaler aussi, alors ça plutôt pour les pays de langue arabe, un éditeur jeunesse s'appelle le Port à Jauny, donc qui traditionnellement proposait des livres bilingues en français et en arabe, et qui maintenant, depuis 1 an, et là ils ont lancé une campagne récemment, propose également gratuitement l'accès à ces livres en version audio. Donc ça peut être assez intéressant, mais ça n'en parlera mieux dans le cadre de l'apprentissage des langues, de disposer à la fois de cette version bilingue. Alors je vais juste partager mon écran pour vous présenter le guide des éditeurs. Vous l'avez bien l'écran ? On l'a bien à l'écran et il y a une question Est-ce de que Gada. quelqu'un peut me confirmer? Oui, on l'a bien à l'écran. Et il y a une question Oui. de Gada Ayad qui souhaite savoir comment on peut avoir accès à ce guide éditorial. Voilà, alors ce guide des éditeurs, il est disponible en version numérique sur notre site internet, donc laplumedepan.com. Et sinon, on le distribue en version papier, notamment au moment de Livre Paris et d'autres salons. Enfin, quoi qu'il en soit, il est disponible sur le site et vous pouvez me le demander, je peux l'envoyer en version numérique. Donc, comme vous le voyez à l'écran, ça j'y reviendrai après. Je ne vais pas vous faire, vous diffuser toutes les pages, mais donc ce guide, on l'édite annuellement et on essaie de faire un état des lieux le plus exhaustif possible des éditeurs de livres audio francophones, tant en France qu'au Canada ou en Belgique. Pour tous les éditeurs, vous avez à chaque fois leurs coordonnées et surtout, je pense qu'il va intéresser les bibliothécaires, c'est la ligne éditoriale en fait de tous ces éditeurs. Une petite parenthèse que j'en ai pas parlé avant sur l'enjeu aussi pour les instituts et les ayants potentiellement d'y recourir pour l'apprentissage des langues, c'est que on a commencé à mener une réflexion sur la possible intégration dans les métadonnées de niveau de français dans le cadre référentiel du CECRL. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours avec la commission livre audio du SME. Donc du coup, vous pouvez trouver voilà, ce guide avec le nom de tous les éditeurs. Et puis, je m'arrête là une seconde sur le calendrier du livre audio parce que ça permet aussi d'identifier certains titres que différentes manifestations au prix ont mis en lumière. Alors évidemment, les dates ne sont plus d'actualité avec le confinement, mais pour ceux qui de temps à autre viennent en France, il y a quelques événements dédiés au livre audio. Donc pour notre part, on organise chaque année au mois de mai un festival du livre audio, mais vous avez également depuis l'année dernière, notamment Paul Duboucher qui en est à l'initiative, l'organisation d'un festival du livre audio à Montreuil, donc qui se tiendra pour cette année, je n'ai pas d'indication à donner, mais qui se tenait en juin et devrait peut-être se tenir en octobre cette année. Le salon du livre et du livre audio à Valence. Et puis chaque année, les éditeurs de livres audio francophones sont présents au titre d'un stand collectif à Livre Paris. Et du côté des prix littéraires, donc on voit bien qu'on est encore loin du développement du marché du livre papier. Il existe quelques prix qui mettent en lumière le livre audio, principalement le prix Lire dans le Noir qui est remis chaque année à Livre Paris. De notre côté, on remet plusieurs prix, un prix Plume de Pan des lycéens qu'on remet à Strasbourg, un grand prix au CNL, et puis un prix du public, alors que pour certains, vous avez peut-être vu circuler, puisque c'est un prix que l'on a développé, qu'on diffuse en partenariat avec l'Institut français et avec Culture Tech.
Et puis enfin les coups de cœur de l'Académie Charles Cros. Donc vous voyez, il y a quatre prix, on va dire, 4 grands prix littéraires, enfin, dédiés aux livres audio et qui peuvent aussi vous donner un aperçu des titres qu'on a pu retenir. Et puis sauf à ce que vous ayez des questions, je vais peut-être passer la parole à Paul pour qu'elle puisse parler plus particulièrement du coup de l'historique, on va dire, de Gallimard Jeunesse. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'on m'entend là? Je ne sais pas parce que Cécile, c'était un tout petit peu haché à la fin. Oui, Bonjour on vous entend. bonjour à tous. D'abord, je confirme ce qu'a dit Cécile hein, concernant le fait que le livre audio a incroyablement bien tiré son épingle du jeu par rapport à la situation qu'on vient de vivre et notamment le livre audio jeunesse, ce qui est intéressant. Et on sera amené d'ailleurs à faire un distinguo dans le livre audio jeunesse entre le livre audio jeunesse pour les plus de 10 ans et pour les moins de 10 ans, parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Je vais faire une espèce de focale sur l'historique Gallimard Jeunesse, parce que je pense qu'elle permet à la fois de contextualiser l'histoire et en même temps, c'est toujours un enseignement de voir un petit peu l'historique. Cécile l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que Gallimard Jeunesse s'inscrit dans une tradition très ancienne de support audio. Hein. On a tous en tête Pierre Leloup, en effet, mais aussi Le Petit Prince et autres très nombreux Piccolo Saxo. Je crois que le fait de disposer pour les enfants de supports qui racontent une histoire, ça existe depuis longtemps. D'abord parce que ça a fait ses preuves. C'est l'autonomie pour l'enfant avant l'âge lecture, c'est la concentration et c'est l'accès fluide et désinhibé à la littérature. Donc ça, c'est des constantes qu'on retrouve et qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas vocation à évoluer avec les progrès de la technologie. C'est des constantes profondes. Il y a quelques dates marquées d'une pierre blanche dans toute cette histoire. Très rapidement, il faut quand même rappeler que les années 70, c'est l'avènement et l'explosion de la littérature jeunesse. Il n'y avait pas de littérature jeunesse avant. La Bibliothèque Rose et les éditions du Coq d'Or, c'était vraiment confidentiel. La littérature jeunesse, elle existe véritablement à partir du moment où la jeunesse, après 68, devient un acteur socio-économique et un marché. Et c'est très important dans l'histoire qui nous concerne, parce que c'est parce qu'on a les maisons d'édition, il y a eu une espèce de floraison de maisons d'édition jeunesse dans les années 70 et d'auteurs jeunesse qui ont vu le jour et de grands auteurs classiques, notamment de Gallimard, qui se sont intitulés auteurs jeunesse et qui sont devenus, je pense à Le Clésio, je pense à Pénac, je pense à Tournier, je pense à Kessel, enfin je pense à tous ces grands auteurs, que toute cette littérature s'est installée. Et du coup, on est arrivé dans les années 80, pour nous, pour Gallimard Jeunesse, à une espèce de pente naturelle qui était en effet, pour un éditeur hyper créatif comme l'était Gallimard Jeunesse depuis sa naissance en 72, d'avoir à sa disposition un support audio pour toute cette très belle nouvelle littérature enfantine. Donc c'était pouvoir disposer effectivement en cassette, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, de toute la littérature classique, hein, aussi, Marcel Aimé, Hemingway, Melville, Jules Verne, George Sand et autres, Dickens, etc., mais aussi toute cette nouvelle génération d'auteurs qui venait de voir le jour. On a donc commencé en effet par des cassettes avec des auteurs, des grands comédiens de l'époque. Je pense à Perrette Pradier, je pense à Jean-Pierre Cassel, je pense à des gens comme ça. Et en effet, les enfants des années 80 ont écouté avec passion, enfin, mes propres enfants, les cassettes, comme l'avaient fait avant eux ceux des années 60, 70, les 33 tours, et plus tard ceux des années 90 et 2000 avec les CD. Et ça a été un développement en termes de marché, de part de marché, tout simplement, pour les maisons d'édition jeunesse, comme l'était Gallimard Jeunesse, qui existe donc depuis 72, un développement très, très important, hein, que ce premier développement audio. En 98, fort en effet du constat de l'importance des supports sonores dans toute la pédagogie des acquisitions, parce qu'on avait beaucoup de retours des parents, des enseignants, beaucoup de demandes, on a créé ce département musique, donc en insérant des CD dans des livres. Et là, on va revenir beaucoup avec la nécessité, et pour les moins de 10 ans, d'avoir un support objet. Autant pour les plus de 10 ans, le dématérialisé, le numérique, c'est vraiment fonctionnel. Pour les moins de 10 ans, il y a une nécessité de support objet, voilà, qui pose des problématiques
différentes selon les éditeurs et selon aussi les contenus. On a créé à l'époque donc toute une arborescence de collections avec des compositions originales de musiciens, des auteurs, différents genres, différents horizons culturels. Et ça a été un succès incroyable. Ça coûtait cher. Ça a été compliqué à faire parce qu'évidemment, on me disait que ça allait coûter cher. Et effectivement, ça coûtait cher. Mais ça a été une véritable, enfin, ça a été un succès incroyable, énorme, et qui a fait que ce département s'est développé et a fait des petits à côté. Et avec une idée force dont personnellement je me suis toujours fait la missionnaire, c'est que pour l'enfant, la mise en relation des différentes perceptions, en l'occurrence texte, musique, image, son, bruitage, etc., est puissamment porteuse de sens. Et tout ça, ça concerne aussi notre sujet de livre audio et de la pédagogie. Je pense que la compréhension d'un texte ou d'un récit, elle est potentialisée, portée, fluidifiée par le sonore et exaucée encore par la musique, alliée à la voix. Donc, création de toute cette arborescence de collections et dont le succès, disons qu'on a fêté il y a peu les 20 ans, nous a conforté dans l'importance de la dimension sonore dans le domaine des apprentissages. Donc, autrement dit, bien avant l'éclosion puis l'explosion du livre audio généraliste, la pratique était fermement ancrée pour les enfants et je crois que on le dira jamais assez. Bien sûr, il y a dans les constats et dans ce qu'a cité à l'instant Cécile, à savoir dans cette explosion du livre audio généraliste et des éditeurs de livres audio grand public qui s'y sont mis dans les années 2000, il y a un certain nombre de constats, mais il y a l'expérience de l'édition sonore jeunesse et de son importance dans toute la pédagogie des apprentissages dans laquelle cette histoire s'ancre. Je pense que on a identifié depuis longtemps les bénéfices de l'écoute linéaire qu'on peut résumer en termes de concentration, d'acquisition de vocabulaire, de maîtrise de sa propre langue, d'acquisition de sens, d'aide précieuse pour la dyslexie. Enfin, last but not least, plein pour la lecture personnelle. Alors, tout ça reste vrai aujourd'hui et voilà, toutes ces caractéristiques font du livre audio jeunesse un allié incontournable pour toute pédagogie de la langue. Enfin, la quatrième étape, la dernière étape, c'est en effet la création d'Écouter lire en 2004, qui s'appuie en effet sur le constat de la jeunesse, mais aussi sur le constat de ce qui se passait déjà à l'époque et depuis assez longtemps dans des pays limitrophes, voisins et de cultures proches. Je pense notamment aux pays anglo-saxons, États-Unis et Royaume-Uni et Allemagne, où le livre audio était déjà présent depuis longtemps. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment de conclure cette phase en disant que le livre audio peut être un tremplin, une aide à la lecture, une découverte ou une redécouverte d'un texte. Il n'est jamais une alternative au livre. Il vient du livre et il y ramène, il ne le remplace pas. Et ça, c'est fondamental parce qu'on va voir dans un deuxième temps que le livre audio est un objet littéraire à part entière et qu'il a une valeur, un contenu et des vertus tout à fait spécifiques. Donc, je crois qu'on va parler en un deuxième temps. Et là, je vais relaisser la parole, je crois, à Cécile, si je ne me trompe pas d'ordre. Oui, c'est bien ça. Merci, Paul. Ah, Cécile. La caméra, d'autant plus je vais vous partager. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, je vais désactiver la caméra, d'autant plus que je vais vous partager mon écran parce que, alors oui, juste peut-être avec Claire, on a terminé il y a pas très longtemps une e-formation sur le livre audio à médiathécaire du réseau et donc suite à cette formation, en fait, j'ai rédigé un document sur les actions possibles de médiation en bibliothèque, donc que je vais vous partager à l'écran. Est-ce que tout le monde l'a bien à l'écran? Pas pour l'instant. Ton partage d'écran ne fonctionne pas pour le moment. Ah, vous savez. Hop, oui, c'est bon. Là, vous l'avez? Parfait, merci. D'accord. D'accord.
Donc, cette petite plaquette, quelles actions de médiation autour du livre audio en médiathèque? Alors, on l'a construit à partir, nous, d'actions qu'on avait développées lors du Festival du livre audio avec la médiathèque André Malraux de Strasbourg et puis le réseau des bibliothèques départementales du Bas-Rhin. Et puis, on l'a un peu étoffé aussi, suite notamment à des échanges avec certaines bibliothécaires du réseau. Un premier point qu'on peut noter, parce que je pense que c'est un constat général qu'on a fait nous au niveau du festival, mais sans doute aussi Paul de son côté avec le salon du livre audio, c'est qu'on a toujours un questionnement dans les salons du livre, c'est comment créer une passerelle entre la lecture à voix haute et le livre audio. Parce qu'on voit que dans de nombreuses manifestations littéraires, il y a quand même de plus en plus de lectures de textes qui sont proposés. Et pour autant, étrangement, le lien avec le livre audio n'est pas forcément fait de manière systématique. Enfin, on ne renvoie pas forcément ça vers le livre audio. Donc, nous, on a mis en place un certain nombre d'actions en bibliothèque depuis quelques années. Notamment, là, je vous en cite quelques-unes. Donc, des ateliers de lecture à voix haute où, accompagnés par un comédien, en fait, les publics découvrent les enjeux d'une lecture à voix haute. Et puis, on leur propose ensuite de faire une lecture oralisée d'un texte qui, lui, est disponible en livre audio à la médiathèque. Donc, c'est l'occasion de faire découvrir aussi le livre audio, parce que dans le cadre de la préparation des lectures, il y a quand même un certain nombre de participants qui, du coup, vont aller écouter le livre audio pour voir ce que le comédien professionnel lui a proposé comme lecture. Un peu dans le même ordre d'idées, on organise aussi depuis quelques années, et ça fonctionne extrêmement bien, un événement qui s'appelle le casting La Voix. Donc là, c'est pareil, les publics des bibliothèques sont invités à venir passer un casting devant un jury de professionnels. Donc généralement, on intègre dans le jury un bibliothécaire, un éditeur et un comédien. Et puis là, une fois encore, les textes en amont à préparer au public, puisque ce ne sont pas des lectures complètement libres, mais on propose une offre de textes. On les choisit à partir de textes, encore une fois, disponibles en livre audio à la médiathèque. Et à l'issue de ce casting, le lauréat reçoit une démo professionnelle et une sélection de livres audio. Donc, c'est une façon de faire le lien avec les fonds de livres audio. La nuit du livre audio, donc ça, c'est un rendez-vous qu'on organise aussi chaque année de lecture à voix haute de textes littéraires par des comédiens. Alors, au départ, en fait, on proposait des lectures, on va dire, brutes, éventuellement accompagnées d'un musicien. Et puis, depuis quelques années, on invite des illustrateurs à venir croquer ces lectures. Alors, pour une raison, c'est qu'on s'est aperçu qu'assister à des lectures à voix haute, quand on était sur des temps courts, qui ne dépassaient pas 1 heure, les gens arrivaient à se concentrer, mais qu'au-delà, c'était un petit peu compliqué. Alors peut-être parce qu'on vit dans des sociétés où on est submergé par l'image et qu'on a un rapport à l'image fort et que l'écoute, c'est peut-être un sens à redévelopper. Et du coup, on avait du mal à capter certains publics et notamment peut-être les plus jeunes. Donc, on a expérimenté cette nuit du livre audio, cette fois-ci croquée depuis quelques années, ce qui permet à ces illustrations en direct d'avoir aussi un point d'attache visuel pour les gens qui ont plus de difficultés, on va dire, à se concentrer sur une écoute. Donc ça, c'est pour ce qui est un peu de ces opérations de médiation qui ont pour enjeu de partir de la lecture à voix haute pour faire découvrir le livre audio. D'autres actions de médiation et qui, je pense, font partie de celles aujourd'hui qui fonctionnent le mieux, c'est tout ce qui est atelier de découverte des coulisses du livre audio. Donc notamment, on propose deux grands types d'ateliers. Les premiers, ce sont les ateliers d'enregistrement d'un livre audio, donc où on invite le public à expérimenter la lecture à voix haute dans les conditions d'un studio d'enregistrement mobile. Donc on fait ça avec un ingénieur du son qui vient avec son matériel et un micro. Et là, le public est invité une nouvelle fois soit à lire choisi par la médiathèque ou à partager ses coups de cœur littéraires. Et c'est l'occasion aussi, lors de ces enregistrements, d'initier par petits groupes. On peut imaginer faire ça avec autant des publics enfants que des publics adultes. J'en parlerai un peu avec un événement qu'on a exploré avec Nada l'année dernière.
C'est l'occasion d'utiliser Audacity, qui est un logiciel de montage de son, et de découvrir le travail de design sonore. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, ça permet de faire découvrir les coulisses d'enregistrement d'un livre audio, mais qu'on peut donner un prolongement, on va dire, de vie à ces enregistrements, sous réserve, effectivement, de questions de droit quand c'est des textes contemporains. On peut donner un prolongement de vie en diffusant les textes ainsi créés sur le site internet de la médiathèque. Toujours dans cet esprit de découverte des coulisses des livres audio, on propose aussi maintenant depuis 4 ans, c'est pareil avec les bibliothèques, des cycles de rencontres dédiés aux livres audio, où on fait venir en fait alors successivement un ingénieur du son, un comédien, qui viennent parler de leur Cécile, on t'entend plus du tout là en fait. faire découvrir les dessous du livre audio. Ça, je pense aussi que ça peut permettre de donner des il y a parfois des réserves en fait sur des interventions avec l'éditeur, avec les 3 Vous m'entendez professionnels pas de la bien chaîne du livre là en fait. Je sais pas, si tu peux repartir de là, si tu m'entends. Là, je t'entends. On t'entend bien. D'accord. Là, vous m'entendez mieux? D'accord. Alors, je disais qu'on proposait aussi de découvrir la chaîne du livre audio à travers la voix de professionnels, en invitant successivement un ingénieur du son, un comédien et un éditeur. Et il y a ce côté finalement magique de découverte des coulisses qui souvent amène les publics à vouloir aller plus loin ensuite dans la découverte du livre audio. Donc ça, c'est pour toute la partie, les dessous du livre audio. Une autre action de médiation, donc dans une logique de valorisation de fonds de livre audio des médiathèques, on propose également des soirées d'écoute dans le noir. Alors l'idée là, c'est, je vous disais tout à l'heure qu'on vivait dans une société de l'image et que les gens étaient parfois démunis, ils ne devaient être que dans l'écoute. Là, à contrario, on les invite en fait à vivre l'expérience d'écoute d'extraits de livres audio plongés, indiquant aussi livre audio comme pourrait le faire un public, soit dans une salle obscure, la remise de masques. Les écoutes croquées, ça c'est une suggestion qui nous auprès des classes de lycée, parce qu'il y avait pas mal finalement de lycéens qui étaient la façon dont écouter des livres audio, qui nous expliquaient qu'ils ne savaient pas quoi. C'est un peu difficile là, Cécile. Cécile. Ouais, on t'entend pas du tout, Cécile, là. Cécile, tu nous entends? Cécile? Est-ce que tu nous entends? Donc, allô, Cécile? Est-ce que vous voulez que j'essaie de le retrouver? On entend très mal, je crois que oui. On va. Alors, attends. On t'a perdu en fait à partir des écoutes croquées et après c'est devenu très 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 difficile. Je me demande si on ne devrait pas. Est-ce qu'on passerait pas la main parce que là du coup ça me paraît dur à suivre en fait. On peut faire un dernier essai mais. Non, la difficulté à l'identifier, il semblerait que Cécile et Paul se soient connectés avec le même profil. Vous avez dû. Vous apparaissez toutes les deux avec le même nom et je pense qu'il y a un conflit de profil. Donc, ce que je vous propose, c'est que Paul, je crois que vous reprenez la parole dans le déroulé et puis on va essayer de voir avec Cécile si on peut la. Comment? Vous voulez que je me déconnecte et que je recommence ou pas? Comment vous entend bien, je vous propose de poursuivre sur l'intervention. D'accord. D'accord. Et Cécile, on pourra revenir un peu plus tard peut-être sur ces pistes de médiation. D'accord. Alors, je vais évoquer en quelques étapes comme ça les différentes vertus qu'on peut identifier du livre audio, généraliste d'une part, pour les élèves en classe d'autre part, et enfin la dimension pédagogique telle que je peux la voir de ma place d'éditrice de livre audio pour la maîtrise de la langue et ce qui permettra de faire le lien avec Nada.
disons que les vertus du livre audio généraliste, il y a une chose très importante. Écouter un livre de fiction, c'est d'abord le moyen de découvrir l'autre voix d'un texte. Ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'en aucun cas le livre audio n'est une alternative et une simple traduction du livre. L'autre voix d'un texte, c'est celle qui traverse toute littérature et que sublime la voix d'un comédien. Et la vraie magie, c'est celle-là. Un texte porté par une voix charnelle révèle le filigrane d'un récit, exauce son sens caché et multiplie les possibilités de sens d'un texte. Et là, je vais vous dire une anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est quelque chose qui se passe extrêmement souvent lorsqu'un auteur entend son propre texte interprété. J'ai régulièrement, d'ailleurs depuis quand même 20 ans, l'auteur qui me dit « Ah, mais je ne savais pas que j'avais écrit cela ». Et c'est très intéressant parce que bien sûr qu'on est toujours le dernier à savoir ce qu'on a écrit quand on est auteur, mais à ce point de se rendre compte en écoutant son texte porté par une voix autre que la sienne, et que la sienne en tant que lecteur, silencieux aussi, dire complètement autre chose que ce qu'on pensait avoir dit, c'est vraiment une expérience majeure et c'est l'expérience, c'est l'ADN du livre audio. C'est-à-dire que j'irai plus loin. Je dirais que pour rentrer dans un texte, il ne suffit pas de le lire à lecture silencieuse, il faudrait aussi pouvoir le lire à lecture à voix haute pour pouvoir vraiment en cerner l'amande, la magie, le sens profond. Denis Podalides l'exprime très bien, il dit « Le livre audio donne au livre sa vérité, il déplie toutes ses images, il libère sa musique. » Et quand on parle d'une langue, et de l'apprentissage d'une langue et de la maîtrise de la langue, on va voir qu'on parle bien de la musicalité d'une langue autant que de la syntaxe, du vocabulaire et de la grammaire. On y reviendra. De manière pratique, dans les vertus, si on peut dire, le livre audio, c'est aussi la possibilité de lire, entre guillemets, dans des circonstances dans lesquelles on ne lit pas habituellement, en voiture, en voyage, en exécutant une tâche manuelle, ménagère, en transport en commun, en se reposant. C'est-à-dire, c'est 1000 manières de lire sans être arrêté avec un livre qu'on a dans les mains. Je vous dis tout de suite, enfin, je suis une grande lectrice de livres papier, hein. Donc je pense qu'il n'y a pas de meilleure, il n'y a pas une manière qui est meilleure d'une autre. Mais c'est tellement complémentaire que ça mérite d'être dit. Pour les élèves en classe, et là je parle des jeunes, hein, jusqu'au bac, c'est une valeur ajoutée extrêmement forte du point de vue de l'enseignement. Par rapport à la lecture magistrale, c'est une formidable plus-value, puisque le livre audio étant lu par des comédiens professionnels, ils sont capables de traduire vocalement des émotions et des situations et de rendre ainsi la chair d'un texte qu'une lecture à plat lue par un professeur aussi doué soit-il ne rendra pas. Parce qu'il y a un métier derrière, il y a un vrai métier derrière. Et je vous engage à écouter dans quelques mois le Mort à crédit, justement par Podalides, que j'ai terminé avant-hier, et vous verrez que vous allez découvrir Céline d'une autre manière. Les vertus pédagogiques sont, elles, quantifiables et très nombreuses. Et en vrac, je vais vous en citer quelques-unes parce que, outre le fait d'être un tremplin vers le livre papier, il y a une multiplicité de plus pour l'élève. Maîtrise de la langue, diversification de vocabulaire, développement des capacités de concentration et de mémorisation. Et pour l'enseignant, le livre audio permet de varier les pratiques et de mobiliser l'attention des élèves de façon différente. Et je vais vous en citer quelques usages possibles. Écoute collective en classe d'un chapitre, écoute individuelle, on peut proposer aux élèves d'écouter chez eux un premier chapitre et ensuite d'en faire une recension orale en classe, première découverte d'une œuvre complète, entrée dans un livre, lecture audio assistée pour des élèves qui éprouvent des difficultés à lire à voix haute, l'élève lit le livre tout en l'écoutant, mêler la lecture du texte écrit avec l'écoute du livre, combiner l'écoute et la lecture. L'écoute peut également permettre aux élèves de situer un extrait dans un chapitre, ça va donner du sens à l'étude d'un passage. Utiliser l'écoute pour préparer une étude analytique. Écouter un texte constitue déjà une interprétation. Enfin, le livre audio comme étape dans la préparation du bac français, comme du grand oral de terminale. Et enfin, évidemment, sans oublier le public des 10, hein, il faut savoir que pour les 10, la lecture est difficile et souvent décourageante. Et en outre, les 10 éprouvent souvent une sensation d'enfermement en essayant de lire, alors que l'écoute de la même œuvre via le livre audio est une écoute ouverte, est une lecture ouverte et facilitée. Ce qui veut dire
détail très important, regain de confiance en soi. Enfin, j'aborderai la dimension pédagogique pour la maîtrise de la langue en FLE, et ça, je pense que Nada en dira beaucoup plus que moi. Cette dimension, elle est évidente, hein, c'est l'immersion totale dans le langage par le truchement d'une voix incarnée, hein, on l'a vu, le comédien identifié, personnifié, porteur de rêves, de symboles, d'aspirations, de sens, et par le truchement d'un récit linéaire, c'est-à-dire sa dynamique, la dynamique d'une histoire, l'exaltation, l'attente, le romanesque. C'est le confort d'une voix qui prend en charge le sens du texte. C'est la linéarité d'un récit qui ouvre la compréhension sans l'obstacle du vocabulaire et de la grammaire. C'est enfin un rapport fluide et vivant à la langue, débarrassé de l'appréhension. Et enfin, l'audiolecture apporte cette chose essentielle qu'est, on en a parlé à l'instant, la musicalité propre d'une langue, sans laquelle il n'y a pas de sens possible. Je pense qu'on ne peut pas comprendre une langue si on n'en entend pas la musique. Donc, fort de ces constats, nous avons entamé il y a 2 ans une collaboration des éditeurs de livres audio avec les instituts et Alliances françaises, donc dans la perspective d'une expérimentation en classe de FLE, avec Nada entre autres. On s'est retrouvés à Strasbourg, Alliance française, donc sur 2 titres dont Nada va vous présenter les conclusions. Les critères de choix de ces 2 titres validés à l'époque par nos interlocuteurs, c'était essentiellement des ouvrages qui, d'une part, étaient faciles à lire, accessibles, et d'autre part, des ouvrages qui portaient une dimension culturelle. Donc, on a choisi le Liseur du 6h27, qui est un roman très, très rayonnant, très, très touchant, très sensible, très facile, et qui parle de livres et de fragments de livres. Donc, on est complètement dans le sujet. Et une biographie de Picasso qui est à l'origine avait été écrite pour des grands adolescents, c'est-à-dire qui est d'une lecture relativement facile sur le plan de la construction et de la syntaxe, tout en étant une vie exaltée, exaltante et passionnée. Donc voilà, je vais laisser peut-être Nada faire la transition vers sa propre expérience à travers cette expérimentation qu'on avait initiée ensemble donc, il y a 2 ans. Oui. Bon, on a perdu Cécile. Juste avant Nada, parce que j'ai vu qu'on avait une question sur la droite. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous pourrait y répondre. Mais on a une question de Nogaï Diop, notre collègue donc à Dakar, qui était frustré de ne pas avoir trouvé de fournisseurs pour des bornes, pour des balades sonores qu'ils ont produites localement. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, des bornes pour une écoute individuelle ou pour une écoute publique? Vous auriez une idée, vous, de fournisseurs de ce type d'outils? Je sais qu'il y a déjà eu, j'avoue que je n'ai plus de nom de fournisseur en tête, il y a déjà eu ces expérimentations, notamment dans le cadre de Livre Paris, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, on avait expérimenté ce genre de borne. Je ne sais pas si, Cécile, tu m'entends? Moi, je suis arrivée entre deux, donc je n'ai pas entendu la question. Donc, je veux bien répondre. Mais c'est la question qui est dans le chat. C'est une question de Nogaï Diop, notre collègue de Dakar, qui était frustré de ne pas avoir trouvé de borne d'écoute pour notamment faire ces siestes littéraires à partir, là en l'occurrence, non pas de livre audio, mais de balades sonores. Mais enfin, j'imagine que c'est un peu le même outil. Est-ce que toi, tu aurais des idées de fournisseurs à lui conseiller ou à lui recommander? Alors ça, je peux pas répondre là immédiatement en direct, mais par contre, on en présente régulièrement les médiathèques. Donc ça, il suffit que je demande aux médiathèques avec quel prestataire ils travaillent et je vous communiquerai l'information. Ok, merci beaucoup. N'hésite pas à me la transmettre aussi, comme ça je pourrais la relayer auprès de tout le réseau, parce que moi je ne le sais pas non plus. Voilà. Et sinon, on a une autre question tant qu'on y est, puis après, Nada, je te rends la parole pour reparler de l'expérimentation. Mais on a donc Yann Lapoire qui nous signale que vos interventions sont passionnantes, tant mieux. Moi, je le trouve aussi. Et qui nous demande s'il y a des leviers d'aide possibles pour financer la création d'œuvres audio à partir d'œuvres existantes ou en création. Est-ce que ça, ou est-ce qu'on y répond maintenant? Est-ce que c'est un sujet qu'on abordera plus tard? Cécile, Paul? C'est un vaste sujet. Allez, Paul.
Non, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si c'est tellement le lieu d'en parler parce qu'il y a encore il y a des querelles juridiques sur les institutions qui pratiquent ce genre de choses par rapport à la tradition musique ou pas la tradition musique, et tout ça lié à l'émergence et à l'explosion justement du livre audio. Donc, pour l'instant, je ne veux pas donner le nom de sigle ou d'institution qui pratiquent ce genre de choses parce que les choses ne sont pas du tout fixées. En principe, oui, il devrait y avoir des aides à la création. Pour l'instant, il y a encore pas mal de flottement là-dessus. Ok. Tu veux ajouter quelque chose, Cécile? Non, mais c'est que le livre audio, voilà, plusieurs possibilités d'aide. Donc, j'espère que ça va se régler dans le temps à venir. D'accord. Alors, je propose qu'on continue quand même, qu'on continue. On reviendra. J'ai bien vu ta question, Roselyne. On y revient tout de suite après, mais on va laisser la parole à Nada pour enchaîner, parce que je crois qu'au niveau temps aussi, on va commencer à approcher de. Oui, il nous reste 28 minutes. Voilà. Voilà, donc bonjour à tous. Donc voilà pour cette deuxième partie de ce webinaire. Donc l'idée était de présenter l'expérimentation du livre audio en classe de FLE dans les Alliances françaises de Tunisie. Alors je vais partager mon écran. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais commencer par parler du contexte de l'expérimentation et de l'échantillon. L'expérimentation s'est déroulée dans différents centres de langue dans les Alliances françaises de Tunisie. On était 3 à avoir participé à cette expérimentation. Ensuite, je vais présenter le bilan et quelques pistes pédagogiques pour le livre audio. Alors, tout d'abord, je vais parler de la lecture dans le système éducatif tunisien. Tout à l'heure, Paul a parlé de la lecture magistrale. Alors, la lecture en classe de français dans le système éducatif tunisien est une activité assez importante. En fait, elle constitue généralement la fin d'un module dans l'enseignement du français. Il existe 2 catégories de textes qui sont généralement utilisés en classe, donc les textes courts et des textes lents qu'on utilise pour ce qu'on appelle la lecture suivie. Alors, le constat, c'est qu'on a remarqué que ces choix ne sont pas toujours adaptés au niveau du public et encore moins la maturité intellectuelle de l'élève. Et puis, pour le choix des œuvres, on a vu qu'il y avait très peu ou même il y avait une absence totale de littérature de jeunesse. Alors, le déroulement d'une séance de lecture classique, ça commence d'abord par une lecture silencieuse et ensuite une lecture magistrale qui est effectuée par l'enseignant, Paul en a parlé tout à l'heure. Par la suite, une lecture fragmentée qui est effectuée par l'élève, qui est suivie par plusieurs explications de l'enseignant, suivie d'un débat, une synthèse et des prises de notes. On a remarqué que cette manière de traiter le texte littéraire ne permettait pas d'éveiller justement le plaisir de lire chez l'élève. Alors, j'ai voulu parler un petit peu une pratique ancestrale, la littérature orale qui existe depuis toujours dans le Maghreb, en Afrique du Nord en général. Et c'est une transmission généralement qui est faite en dialectal tunisien ou en judéo-arabe ou des fois en berbère, versus une littérature souvent plutôt écrite arabophone ou francophone. Elle est traditionnellement transmise par les femmes, ce qu'on appelle en Tunisie le fdewi ou el hakaweti, le conteur.
Et donc, il y a justement cette tradition ancestrale de la littérature orale. Alors donc, l'expérience du livre audio en classe de FLE a porté justement sur 2 livres audio, Picasso, Le Sage et le Fou, et Le Liseur du 6h27. Alors, elle a été proposée par l'association La Plume de Pan en partenariat avec l'Alliance française de Strasbourg. Ils nous ont proposé des fiches pédagogiques avec des résumés écrits d'extraits audio de 3 à 5 minutes à peu près, avec des exercices de compréhension du texte adaptés au niveau des apprenants, donc du A2 au C1, et des clés de découverte de la littérature et de la culture française en lien avec les 2 titres proposés. Alors l'expérimentation a porté sur voilà, justement une partie de ces fiches pédagogiques qui ont été par la suite développées. Donc, elle a porté sur 7 classes du niveau B1 jusqu'au niveau C1 avec 5 enseignants de FLE. Donc on a choisi 2 niveaux, on a choisi une séquence et à partir de cette séquence, on a construit 2 fiches pédagogiques différentes en fonction du public cible. Il y avait donc plusieurs types de publics, primaires, lycéens, étudiants. Il y avait même des futurs enseignants de FLE et des adultes. Donc voilà, voilà, c'est des groupes en fait de 12 à une vingtaine d'apprenants en classe et avec un choix assez différent entre les alliances en fonction justement du public cible et de l'attente du public. Alors pour l'Alliance française de Bizerte, on a choisi de travailler sur les 2 livres audio. On a sélectionné 2 séquences pour 2 niveaux différents et on a construit 3 fiches pédagogiques. On était parti des fiches pédagogiques proposées par l'Alliance française de Strasbourg et on a essayé de les développer. Donc nous avons travaillé plusieurs compétences avec un seul outil qui est le livre audio qui a servi à la fois d'élément déclencheur pour les séquences didactiques, mais aussi comme il a servi aussi pour support. Nous avons travaillé nous sommes fixés plusieurs types d'objectifs, donc communicatifs, culturel, interculturel, linguistique, et ça, c'était la spécificité des deux livres audio qui nous ont été proposés. Donc, plusieurs types d'écoute, l'écoute de veille, écoute globale, écoute sélective, écoute détaillée aussi. Alors, les élèves ont trouvé néanmoins quelques difficultés par rapport à certaines séquences où ils ont trouvé que le temps était un peu monocorde et où la lecture n'était pas vraiment expressive. Et ces difficultés-là, on les a rencontrées surtout avec les élèves qui étaient du niveau A1 ou A2 ou B1. Mais globalement, les réactions étaient très positives et les élèves ont beaucoup apprécié justement cette expérience. À GAFSA, donc, les livres audio ont été utilisés avec des futurs professeurs de FLE, niveau C1, et des adultes en préparation du DELF, B1. Ça a servi surtout à travailler sur la phonétique et l'orthoépie. Ça a permis d'écouter, de se familiariser avec une voix authentique, chose qu'on fait souvent en classe de FLE. Donc voilà, séquence de lecture vocale a suivi qui a permis justement ce qu'on appelle l'appropriation du texte, qui permet par la suite de générer un certain plaisir de lire chez les apprenants et de les préparer à une certaine lecture expressive. Voilà, une lecture assez ludique par rapport à une lecture classique du texte.
À l'Alliance française de Kerouan, donc c'était plus avec un public jeune, qui ont beaucoup apprécié l'expérience du livre audio, et je pense que c'est un rapport, c'est un rapport avec justement cette tradition de littérature orale en Tunisie. Donc les élèves apprécient beaucoup donc l'écoute justement du texte. Et en même temps, ils ont trouvé que c'était motivant, que c'était une manière de diversifier donc les méthodes d'apprentissage. Ils ont aussi apprécié les effets sonores qui accompagnent la narration, ainsi que le ton du narrateur. Donc, ce qui permet justement de cultiver l'imaginaire des apprenants et de les aider à imaginer les différentes scènes décrites par le livre. Alors, je rappelle que les séquences n'étaient pas très longues, donc c'est des séquences de 3 à 5 minutes. Je vais finir par un petit bilan de cette expérimentation. Donc, cette expérimentation a permis justement, on trouve que ça a permis, que le livre audio en général permet de dédramatiser le rapport à la littérature et de favoriser l'accessibilité au livre. Ça a permis justement de découvrir un nouveau genre pour nos apprenants, qui est la littérature de jeunesse, qui est plus accessible, qui est plus facile à appréhender. Ça permet aussi de favoriser une lecture expressive, et ça permet, contrairement à une lecture silencieuse qui est souvent pratiquée dans les classes, de faire une lecture effective du texte. Donc, il y a néanmoins il y a une nécessité de l'accompagnement à l'écoute, parce que la voix du conteur n'est pas suffisante pour certains niveaux, surtout pour les niveaux 1 à 2. Je pense qu'il serait aussi préférable de diversifier les types de livres audio, parce que certains de nos apprenants nous ont proposé de leur faire écouter des polars, par exemple. Et donc diversifier les types de livres, ça permet d'adapter justement le support au public. Tout à l'heure, ça a coupé malheureusement, mais Cécile a parlé justement des ateliers de découverte. C'est des ateliers d'enregistrement de livres audio, et on a expérimenté donc justement cet atelier au sein dans un événement qu'on a construit à l'Alliance française de Bizerte, qu'on a appelé la Médina francophone, qui a réuni à peu près une centaine d'élèves de 9 à 14 ans, et les élèves, ils tournent dans des ateliers. Donc, ils étaient justement dans cet atelier de découverte, l'atelier du livre audio, et on a eu des retours assez positifs. Donc, le livre audio peut être très bien intégré dans les parcours pédagogiques, dans les sessions de cours de FLE. On a aussi pensé à exporter le livre dans les écoles rurales des villes où les alliances se sont implantées, avec le projet Alliance 3.0. C'est un projet de médiathèque mobile. Voilà, donc je vais arrêter. Pour conclure, je dis que… alors, je ne sais plus si… Vous me voyez là? Voilà, donc c'était assez rapide, je sais. Donc, si certains aimeraient avoir plus de détails sur l'expérimentation, je peux leur envoyer les fiches pédagogiques ou le bilan de l'expérimentation. Mais je pense que globalement, c'était une expérience très positive que les apprenants et les enseignants ont beaucoup appréciée. Voilà. Merci beaucoup, Nada. C'était vraiment très intéressant et très instructif. Effectivement, je pense que le partage des fiches pédagogiques pourra sûrement intéresser des collègues.
Après, c'est vrai qu'on en parlait aussi, peut-être d'avoir des fiches pédagogiques qui, par hasard, colleraient à des livres audio qui seraient proposés dans CultureTech. Je ne sais pas si ça se fera, mais en tout cas, c'est ce qu'on a, à un moment, on y a pensé, ce qui est donc une forme de transition pour te laisser la parole, Marie-Charlotte. Si vous avez des questions pour Nada, pour Paul ou Cécile, n'hésitez pas à les poser dans la partie chat. On va laisser Marie-Charlotte intervenir pour être dans les clous de l'enregistrement. Et ensuite, on aura un temps d'échange et de questions avec tous ceux qui veulent poser des questions. Oui. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Ma présentation devrait être assez rapide. Je vais partager mon écran afin de vous montrer. Est-ce que vous voyez bien tout? Normalement, j'ai une présentation PowerPoint en plein écran. C'est parfait. Ok, super. Donc oui, c'était une belle transition. Effectivement, sur CultureTech, on propose une toute petite offre de livres audio, en sachant que si vous êtes déjà des habitués de CultureTech, vous savez qu'on a une offre assez large, notamment d'albums jeunesse qui sont dotés de pistes audio. Donc je ne parlerai pas de ce type de format-là aujourd'hui, mais bien des livres audio tels qu'on les entend depuis le début de ce webinaire. Donc nous avons en fait, alors là, pour ceux qui ne connaissent pas CultureTech, nous sommes sur une capture d'écran de la page d'accueil de CultureTech avec le bandeau et un exemple d'encart qui montre une partie des livres audio que nous avons. Donc, je vous disais, nous avons une toute petite collection de livres audio. En fait, pourquoi? Nous en avons 32 de 4 éditeurs différents. Parce qu'en fait, notre moyen à nous de diffuser des ressources numériques sur CultureTech, c'est notamment de passer par le prêt numérique en bibliothèque. Donc, CultureTech est un portail documentaire typique des bibliothèques. Et à ce titre-là, en fait, nous acquérons des droits de prêt pour des ressources numériques, donc là des livres audio qui sont numérisés, soit voilà, donc par le biais de liens, c'est-à-dire que l'usager, l'utilisateur, en arrivant sur une notice de CultureTech, bénéficie d'un lien cliquable qui l'emmène ensuite, et je vous montrerai après, sur la ressource qui est donc consultable en streaming connecté. C'est-à-dire que pour consulter et pour écouter ce livre audio, il faut bénéficier d'une connexion Internet active. Il faut donc rester connecté le temps de l'écoute. Donc nous avons 4 éditeurs. Donc la collection Écouter-lire de Gallimard. Sur les 32, en fait, nous avons 28 titres de Gallimard. Et puis un titre des éditions des femmes, quelques titres des éditions Lizzie, qui est la marque éditoriale du groupe Edictis en livre audio, et aussi depuis peu quelques livres d'Actes Sud audio. Ce qui préside notre politique éditoriale sur CultureTech en matière de livres audio et plus généralement, c'est de refléter l'actualité éditoriale, et donc de proposer des œuvres récentes, voilà, pour à la fois compléter les collections physiques des bibliothèques et répondre en fait à des besoins très forts, et voilà, permettre d'atteindre aussi des publics qui ne seraient pas en mesure de se déplacer nécessairement dans les alliances françaises et les instituts français du réseau. Donc voilà comment ça se passe quand on clique sur un livre audio sur CultureTech. Une fois que l'on a cliqué sur le lien qui permet d'acquérir, en fait, ça fonctionne comme en bibliothèque physique, c'est-à-dire que vous acquérez un droit de prêt. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, tout en haut de la couverture du livre, votre prêt expirera dans 29 jours, parce que voilà, vous avez 29 jours pour le lire. Et après, chaque éditeur propose différentes
différents critères en fait de prêt pour les livres audio et pour les livres papier également. Donc, il y a une durée de prêt, il y a un nombre de prêts possibles par titre et il y a un nombre de prêts simultanés possibles par titre. Voilà, donc après il suffit de cliquer sur la flèche, de naviguer dans le livre audio comme dans n'importe quelle autre piste sonore, hein. C'est une expérience qui est analogue à celle de la musique en ligne. Vous avez la possibilité de jouer aussi sur le son, la vitesse de lecture. Et ce livre prêt se retrouve ensuite dans votre compte lecteur sur CultureTech. Donc, où trouver les livres audio sur CultureTech? En utilisant la barre de recherche du catalogue, en tapant livre audio, par exemple, si vous voulez connaître l'ampleur de l'offre et le nombre de titres et les titres et les éditeurs-auteurs proposés. Ou bien en tapant l'auteur ou le titre, enfin, comme dans n'importe quel moteur de recherche. Et vous tombez ensuite sur, par exemple, quand vous tapez livre audio, vous tombez sur une page de résultats de recherche. Donc, vous voyez dans type de document le nombre total de livres audio numériques que nous avons, 32. Sous éditeur, les 4 éditeurs que nous avons. Et tous ces livres sont tagués, c'est-à-dire qu'ils ont un mot-clé cliquable qui permet également de tous les appeler si jamais c'est cela qui nous intéresse. Alors là, je voudrais évoquer tout ce qu'il est possible de faire sur CultureTech et la manière que nous avons, nous, de le valoriser, à la fois sur le portail, par notre éditorialisation, et puis par le biais d'opérations. Alors, en règle générale, nous proposons des sélections. Là, nous n'avons pas de page dédiée pour le livre audio, mais nous avons bien une page dédiée pour l'opération du prix du livre audio que nous proposons en partenariat avec la Plume de Pan. Donc nous proposons une page sur laquelle chaque sélection qui compose ce prix, donc il y a une sélection littérature, une sélection polar, une sélection jeunesse et une sélection essai, et je dois en oublier peut-être une. Non, je crois que c'est bon. Oui, classique contemporain, voilà. Et avec une possibilité de voter. Donc, quand vous voulez voter pour votre extrait, puisque ce sont des extraits qui sont proposés au vote, vous arriverez sur le site de la Plume de Pan pour pouvoir enregistrer votre vote. Et donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'actuellement, notre collection est composée de littérature en livre audio et de polar et de thriller. Pour l'instant, nous n'avons pas de SHS puisque les livres audio qui sont disponibles au prêt numérique en bibliothèque ne comprennent pas pour l'instant cette offre-là. À partir du moment où les éditeurs, ou en tout cas cette offre sera disponible sur le prêt numérique en bibliothèque, bien évidemment que ces livres-là se retrouveront sur CultureTech. Et puis pour terminer, je voulais vous donner peut-être quelques chiffres. On ne peut pas, pour l'instant, nous, avec notre logiciel, nous n'avons pas les statistiques de consultation pour l'année 2019. Nous les avons que pour l'année 2020, donc nous ne pouvons pas établir de comparaison, ou en tout cas, ce que nous savons, c'est que depuis le confinement, là, l'acquisition et les prêts des livres audio sur CultureTech ont été multipliés par 3. Et très souvent, les titres de livres audio, notamment celui de François Morel, font partie des tops des prêts sur CultureTech. Voilà. Et pour terminer, vous informons qu'il est tout à fait possible d'intégrer vos propres enregistrements sonores ou vos propres ressources audio sur CultureTech afin de les travailler en classe ou bien de les proposer à vos publics. C'est tout à fait possible et je vous invite du coup à nous contacter dans ce sens-là. N'hésitez pas, soit Guillaume Favier-Niréré, qui est le responsable du projet CultureTech, ou bien à moi-même, et en tout cas à l'adresse qui est indiquée sur cette dernière slide de présentation. Voilà. Merci Marie-Charlotte.
donc pour cette présentation assez exhaustive des contenus de la plateforme. On a une question pour toi, donc je te la pose tout de suite, qui est une question de Nevin. Si on emprunte un livre audio dans Culture Tech, est-ce qu'on doit avoir une connexion Internet pour l'écouter? Oui. Oui, c'est pas comme sur YouTube où on peut charger la vidéo et potentiellement en bénéficier en fait même hors connexion. Là, il faut rester connecté. Oui. D'accord. Alors, on avait aussi une question donc, de Roselyne qui est partie, mais dont la réponse peut peut-être intéresser plusieurs collègues. J'ai vu, Cécile, que tu y avais déjà en partie répondu. Alors, Roselyne nous demandait s'il existait des livres audio, des œuvres audio bilingues sous-titrées, notamment dans des optiques de promotion des auteurs traduits. Alors là, pour ce qui concerne le prêt numérique en bibliothèque, je n'en vois pas. Mais c'est quelque chose sur lequel on peut de toute façon se renseigner et revenir vers les postes ensuite, vers les collègues. Cécile avait aussi avait commencé à répondre, je crois, dans le chat. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. En fait, sur les existants, j'indiquais qu'en jeunesse, il y avait les éditions Alzaban qui avaient fait quelques enregistrements de titres bilingues. Et puis, on parlait tout à l'heure du port à Jauny, mais la notion de livre audio sous-titré, je pense qu'il faut plutôt après aller voir du côté du livre numérique enrichi. Il peut y avoir de livres avec les versions audio bilingues. Alors, sur Culture Tech, nous, on a pardon pour le bruit derrière, on a des livres qui ont une piste audio, qui ont également on a des livres bilingues, donc vous aurez l'écrit et l'audio en bilingue, mais du coup, on n'est pas dans ce format qui fait l'objet de ce webinaire aujourd'hui. On est dans un autre objet, en fait, éditorial complètement, mais il y a de quoi faire sur Culture Tech dans ce sens-là, pour essayer de trouver quelque chose qui corresponde aux besoins des publics. D'accord. Alors moi, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, des questions écrites. Ah non, j'en vois. Oula, il y a une question un peu plus technique de Wilfriedus pour toi, Marie-Charlotte. Je ne sais pas si tu la vois sur le. Alors, il y a accéder à un livre audio que l'on a emprunté si on a perdu le lien. Alors, je pourrais ensuite répondre à des questions techniques très précises et très spécifiques à l'adresse Culture Tech avec grand plaisir. Mais pour répondre très rapidement à cette question-là, le lien est conservé dans le compte lecteur Culture Tech. Donc, il faut retourner sur son compte lecteur et demander à retélécharger en fait le livre, le fichier. Et du coup, le lien s'ouvre sur le livre audio en ligne. Je n'ai pas spécifié, mais ces livres audio sont consultables sur ordinateur, tablette et smartphone. Voilà. D'accord. Moi, je ne vois plus d'autres questions dans la partie chat. Par contre, moi, j'avais envie de demander peut-être à Paul ou à Cécile leur ressenti, leur retour sur justement l'expérimentation et les retours de l'expérimentation que nous a présenté Nada. Est-ce que des conclusions sont assez en accord avec ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est en accord avec ce que vous attendiez aussi avant de mener cette expérimentation? Est-ce que vous avez des commentaires aussi là-dessus? Je ne sais pas si vous avez des réactions. Très, très honnêtement, j'étais complètement ouverte. Je n'en attendais pas. Pardon? Oui, je disais que moi, j'en attendais rien parce que je ne savais pas du tout dans quel, si vous voulez, à quel contexte. Je connais très mal ce contexte-là et je ne savais pas du tout. Moi, j'ai été très heureusement surprise, voilà. Mais je n'avais pas d'attente particulière. C'est pas donc la réponse n'a pas été à côté d'une attente particulière que j'ai eue, mais ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'en effet les fonctionnalités que je pouvais imaginer, elles étaient un peu elles étaient même très exploitables, comme a pu le faire Nada, et par rapport à son public. Enfin, moi, ça m'a assez épatée, à vrai dire. Et j'avais pas d'attente précise. D'accord. Voilà. Ok.
Cécile, tu voulais dire quelque chose? Alors moi, peut-être c'est plus en complément à la question de la notion d'utilisation du livre audio en classe de FLE, où je voulais partager un retour de l'Institut français de Madrid là, que j'ai eu en e-formation et qui disait que concernant la bibliothèque de l'apprenant, elle a fait un gros travail en ce moment tout à l'heure de la classification selon CECRL, donc elle faisait un travail en ce moment sur le sujet. Et donc, pour information pour tout le monde, qu'elle était à l'écoute des uns et des autres, si vous vouliez des informations. Et puis, pour aller dans le sens de Paul, oui, je crois que les retours de Nada étaient extrêmement intéressants. Qu'après, on a quand même vu qu'il y aurait nécessité, si on souhaite poursuivre cette expérimentation, d'adapter presque par pays les fiches pédagogiques et des retours contenus aussi de l'Institut français de Londres qui participent à l'expérimentation. Les attentes étaient un peu diverses. Je crois qu'on a compris avec Nada qu'elle avait pas mal repris les fiches qu'on avait constituées au début. Donc, voilà, il y a peut-être une question à mener ensemble sur comment développer de manière plus riche. D'accord. En tout cas, si je comprends bien, c'est vrai qu'il faudrait les reprendre par pays. En tout cas, là, dans ce que j'ai pu voir dans le chat, Nada, tu devrais recevoir pas mal de messages parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont l'air d'être intéressés par tes fiches. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, donc ça, c'est très bien. Tant mieux. Ouais, je sais pas si vous voulez rajouter un mot sur quelque chose, un aspect du sujet qu'on n'aurait pas traité ou sur lequel vous voudriez revenir avant de… Non, mais d'une manière assez générale, j'aimerais dire que si nos apprenants boudent la lecture, je pense qu'il sera intéressant d'explorer le numérique parce que ça serait une manière en fait de les réconcilier avec les écrits. Et donc le livre audio pour moi, comme a dit tout à l'heure Paul, voilà, ça peut être complémentaire aussi au livre papier aussi. Donc voilà. D'accord. Très bien. Marie-Charlotte, Paul, Cécile, un petit mot de conclusion? Je suis juste, alors ça n'a rien à voir, je suis juste très très impressionnée de voir qu'on a le monde entier sur notre écran en regardant. Oui, c'est super. Ça fait plaisir. Oui, on est encore 66 collègues du réseau culturel qui, malgré les problèmes techniques, sont restés avec nous, très attentifs à vos interventions. Très bien. Cécile, un petit mot pour conclure. Marie-Charlotte? Non, moi, écoute… Moi, je ne sais pas, juste pour conclure, c'est plus… Ok, un petit problème technique pour conclure. Ok, le mot de la fin, Cécile, c'est dit. Non, bah, juste pour peut-être, alors moi je peux conclure si vous voulez en deux mots, hein, mais simplement pour revenir sur le fait que le guide dont tu parlais, Cécile, et notamment les activités de médiation en médiathèque que tu n'as pas pu présenter jusqu'au bout, donc on peut le retrouver donc sur le site de la Plume de Pan, ou te le demander à toi, il me semble, que les fiches pédagogiques, on les demande à Oui. Frédéric, Je t'entends pas en fait. oui, juste le guide. En fait, j'entends juste et après, je n'entends pas la suite. Je crois que Cécile va nous adresser le catalogue des actions de médiation. D'accord. On pourra reprendre dans un mail qu'on adressera donc à l'ensemble des participants de la Super. En rappelant donc où trouver le guide, en envoyant le catalogue des médiations et peut-être le contact des unes et des autres si elles sont d'accord pour les communiquer. Très bien. Et puis voilà, puis je vous invite aussi donc à visiter le site de Gallimard pour parcourir toute cette offre qui est extrêmement riche. Et puis d'aller voir les autres collègues aussi, bien sûr. Voilà, merci. Moi, je voudrais juste vous remercier tous, remercier chaque intervenant, remercier Claire et son équipe pour l'organisation de ce webinaire, puis remercier bien sûr tous les gens qui sont là, qui sont venus, qui nous ont écoutés. Donc, merci beaucoup.
Donc au revoir à tous et Merci à bientôt. Merci. On partage juste un dernier écran. Pour poursuivre les échanges, vous pouvez tous et toutes vous retrouver sur l'application des ateliers de l'Institut français. Donc, on retrouve à la fois les collègues du réseau culturel, les collègues de l'Institut français à Paris et l'ensemble de nos intervenants. L'application, vous pouvez la télécharger dans les Apple Store et Google Play. Je vous ai mis à l'écran donc pour que vous puissiez la reconnaître. Donc, elle est nommée Atelier de l'Institut français. Et puis, je vous signale donc la suite de la programmation. Demain, on se retrouve à 15h heure de Paris pour un atelier sur le nouveau programme Accès Culture porté par l'Institut français. C'est un programme qui vise à cofinancer des projets culturels sur l'ensemble des financements dans le but de favoriser le lien social et les collaborations entre les acteurs culturels africains et français. On poursuivra le 30 juin un atelier archi-classe, puis le 1er juillet un atelier sur la coopération avec les collectivités territoriales et enfin une intervention de Caroline Nafneli, qui est la directrice artistique de Lille, capitale mondiale du design, le 2 juillet. Voilà, je vous remercie à toutes et tous. Bonne fin de journée, de soirée et à très bientôt aux ateliers de l'Institut français. Merci. Au revoir. Au revoir.